Le chef du gouvernement donne la garantie que l'exécutif n'interviendra pas dans le dossier relatif à la question des décharges aux candidats. Toutefois, le premier ministre Evans Paul dit déplorer que cette question de décharge ait empêché certains ex-ministres de se présenter aux prochaines élections. Pour certaines autorités, par exemple, moi j'étais maire de Port-au-Prince, une fois que Cour supérieure des comptes bon certificat ça, moi gain décharge, ma habilité fait n'importe quel autre bagage avec papier ça. Pour certaines autres autorités, moun qui était ministre, moun qui était premier ministre, c'est le Parlement qui pour faire, c'est le Sénat de la République qui pour confirmer, le Sénat prend certificat ça, l'analyser lui et puis ils font vote sur lui. C'est justement ça me dit. Moi dit que question ça va pas dépendre de l'exécutif là. Non, élection ça nous a souhaité. Nous avons souhaité que tout citoyen capable de participer dans l'élection comme candidat, comme organisateur d'élection ou comme votant. Mais maintenant, il y a des procédures qui dépendent de nous. Par exemple, l'élection pour le fait, calendrier électoral, pas dépend du gouvernement. Le gouvernement n'a pas qu'à entrer dans la question calendrier électoral. Élaboration budget électoral, pas dépend du gouvernement. Cependant, le gouvernement a une responsabilité pour le bail financement. Le gouvernement a une responsabilité pour l'assurer la sécurité. Il a une responsabilité pour le bail logistique, le bail espace, etc. Alors, c'était juste pour nous dire que question ça pas dépendre de pouvoir comme Premier ministre, ce n'est pas pouvoir exécutif. Voilà, c'était ça. Quelle que soit considération que vous fait de réponse, c'est justement ça me voulais dire. Okay. Et il y a un pile monde qui touche de ça, il y a des candidats qui touchent de ça, et il y a une logique pas sous question. Ce n'est pas normal pour un citoyen pas capable de remplir le droit parce qu'il y a une défaillance dans l'État. Ce n'est pas normal. Mais en même temps, tout, ce n'est pas normal tout pour demander une autorité pour outrepasser pouvoir. Par ailleurs, Evans Paul dément les accusations du sénateur Simon Dieusseul Dira qui laisse entendre que la libération de Woodley Etehar et Ronel Nelfort serait un acte planifié. Le chef du gouvernement explique que l'exécutif n'exerce aucun contrôle sur les magistrats et que tout ce qu'il pouvait légalement entreprendre a été fait, à savoir le pourvoi en cassation et la mise en disponibilité du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Au nom de procédures, ils permettent de nous faire sous dossier. Nous faire appel, ça veut dire nous pas satisfaits de gens dossier à partie. De la même manière que nous pas gain pouvoir pour nous dire un juge laguer tel monde, de la même manière tout nous pas gain pouvoir pour nous dire juge là retourner sous décision. Nous qu'à seulement engager procédure et c'est exactement ça nous fait. Faut une bataille pour l'état de droit, nous respecter et gagner deux approches dans une société avancée sur le plan moral. C'est les gens qui ont tendance pour privilégier la présomption de culpabilité et puis négliger la présomption d'innocence. Moi, je pense que la présomption d'innocence, c'est pour la règle, la présomption de culpabilité, c'est lui-même qui est pour une situation que nous ne pouvons pas souhaiter, qui ne peut pas arriver, etc. C'est pour l'exception. La règle, c'est l'innocence, l'exception, c'est culpabilité. Mais voilà que, et très souvent, avec faiblesse institutionnelle, ces sociétés, ces médias, très souvent qui font procès, qui condamnent les gens, moi-même, je ne peux pas faire ça. Moi, je pense qu'il faut aller sur les faits. Et Jean-Bagay l'a passé, nous pensons qu'il y a un fausse côté, en pile, nous pensons qu'il y a un fausse côté, mais c'est au niveau de la justice pour le trancher, et la justice a moyen pour ça. La période réservée à la contestation des candidats a pris fin ce dimanche, selon le calendrier établi par le Conseil électoral provisoire. Selon des responsables de l'organisme électoral, des candidatures sont contestées dans tous les départements du pays. Ils ont fait remarquer que plus de 100 cas de contestation ont été recensés. Le ministre de la Défense, Leonard Renault, a été installé ce lundi à la tête du ministère des Affaires étrangères. Il remplace provisoirement à ce poste l'ambassadeur Julie Boutus qui a remis sa démission pour se porter candidat à la présidence. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres et des employés du ministère. Je crois profondément que nous devons travailler à la consolidation de nos relations internationales de manière à rendre plus dynamique nos relations d'amitié et de coopération, qu'elles soient nord-sud, sud-sud, avec les pays amis de la République d'Haïti. L'objectif est maintenant que le ministère,
à travers ses services centraux et ses services externes, que sont nos missions diplomatiques et nos postes consulaires, se mettent à l'ouvrage pour poursuivre l'action diplomatique haïtienne et consolider les acquis. Je compte donc sur les initiatives, les actions conjuguées de tous les fonctionnaires et employés, à quelque niveau qu'ils appartiennent. Je demeure confiant dans le travail collectif qui me permettra de m'acquitter de mes tâches au mieux des intérêts supérieurs de la République. Monsieur le ministre, au moment de refermer cette page, je me fais le porte-parole du MAE, du gouvernement de la République, notamment du président de la République, du Premier ministre et pour venir vous avez fait un bon travail et nous vous en remercions. Lancement ce lundi du programme de formation professionnelle et d'insertion socio-économique des jeunes en situation de vulnérabilité. Une initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail dont l'objectif vise à préparer des jeunes issus des communautés réputées vulnérables en vue de les placer sur le marché de l'emploi. Sur chaque 100 jeunes de la capitale, 76 sont vulnérables à tous les risques. Bon nombre d'entre eux sont livrés à eux-mêmes. Ils sont frustrés et la frustration conduit à la colère. Ce programme que nous lançons aujourd'hui, c'est un programme qui s'inscrit dans la continuité du projet Changer métier, changer la vie. D'abord, la formation professionnelle pour les jeunes, des filières porteuses, telles la pose de carrelage, la technique Windows, la maçonnerie chaînée, les techniques de réparation de matériel électronique, la conduite d'engins lourds, etc. Dans ce sens-là, je viens à recevoir, mon qui dans le programme à recevoir cours de formation sur le code du travail pour qu'on droit et devoir travailleurs, éducation civique, qui devoir que nous gagnons vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'État, et qui ça l'État gagne vis-à-vis de nous-mêmes tout. Responsabilité non, dans la bagarre élection, comment pour gérer conflit, sans qu'on ait besoin d'envoyer roche, d'en casser tête, d'en tirer coup de fusil. La gestion pacifique des conflits. Et puis, un dernier point qui vient, c'est que dans le contact qu'on a avec le Fatma, nous demandons pour nous faire un protocole avec lui, pour que tout le monde qui est dans le programme puisse bénéficier du programme santé au Fatma. Une journée médicale a été organisée le week-end écoulé à Union School. Plusieurs centaines de personnes ont pu bénéficier des consultations gratuites ainsi que des médicaments. Cette activité s'est déroulée en présence de la première dame Sophia Martelly, qui est une ancienne de l'école. Suivez les explications de Azalea Mitchell, initiatrice de ce programme. Nous avons les médecines internes, les médecines générales, nous avons les pédiatries, nous avons les dermatologues, nous avons les médecins pour les yeux, les ophtalmologistes, nous avons aussi, on a fait un partenariat avec plusieurs d'autres organisations. Par exemple, il y a Zami la Santé qui a envoyé la plupart des médecins et puis les infirmières. OK, et puis il y a aussi la Pro-Famille qui est venue pour faire les services spéciaux pour la planification familiale et aussi une test spéciale qu'ils appellent IVA. Alors nous avons des personnes qui sont venues tout simplement pour le don de sang. OK, il y a une partie des médicaments qu'on a acheté et puis il y a une autre partie qui était un don. Surtout, on a reçu un don de le bureau de la première dame. Il y a plusieurs organisations qui ont fait les dons. Par exemple, le Corona nous donné des boissons pour tout le monde. Il y a le supermarket Giant, par exemple, qui nous avait fait des dons parce qu'on a espéré de donner une petite sac, une sandwich, quelque chose à manger à tout le monde, quelque chose à boire à tout le monde. Alors, il y a les supermarkets comme Giant qui ont nous aidé. Il y a Apollo qui nous a aidé avec la nourriture aussi. Bon, il y a beaucoup de bailleurs, beaucoup de personnes qui sont nous aidés avec cet événement.
Lancement ce lundi par le groupe Sogebank du projet baptisé Toujours bon côté étudiant. À travers ce programme, les responsables de cette banque ont choisi d'aller à la rencontre des étudiants en organisant des journées à leur intention sur certains campus universitaires. Selon le directeur général de la Sogebank, Claude Pierre-Louis, ce produit qui sera lancé lors des journées étudiantes au cours de la semaine du 11 mai sera disponible à compter de cette date dans toutes les succursales de la Sogebank. Pour mener à bien ce projet, le groupe Sogebank a estimé judicieux de se rapprocher de certaines facultés, grandes écoles réputées et reconnues pour la qualité de l'enseignement dispensé et dont les disciplines concourent à l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. Pour cette année de lancement, 7 établissements de formation ont été rencontrés et le projet leur a été soumis. La faculté des sciences, M. Pacquiao et Toussaint, des hautes études commerciales et économiques, M. Amos Durosier, l'université INUCA, le référent Gabo, l'université Notre-Dame d'Haïti, le Père Saint-Félix et Maître Constant, et le recteur aussi, Pierre-André Pierre, merci, l'université Kiskeya, Madame Kabelien. Et c'est un programme en devenir qui, chaque année, va être réévalué pour voir comment on peut donner davantage aux besoins des étudiants et en faire vraiment des agents économiques très actifs et responsables. L'Organisation internationale de la francophonie a fait don de 200 livres à la Bibliothèque nationale. Ces ouvrages traitent de la question du fonctionnement des journalistes et de la presse en Haïti. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le directeur régional pour les pays de la Caraïbe, David Bongard, invite les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans le cadre de leur travail. Donc l'idée principale, c'est d'accompagner les gens travaillant dans le monde de la presse, que ce soit comme journaliste ou comme reporter, que ce soit comme des gens qui font des revues de presse ou des étudiants en communication, en sciences sociales et humaines, d'avoir un fonds. Ce fonds, si j'en crois la directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti, est le plus important fonds disponible en Haïti. Et à cette occasion-là également, grâce au soutien de l'ambassade du Canada et de l'organisation de l'UNESCO, la francophonie a préparé un guide pratique du journaliste haïtien. Ce guide pratique du journaliste haïtien qui est diffusé à grande échelle sous format PDF mais également sous format papier. Donc pour nous, en francophonie, c'est aussi d'accompagner le domaine de la presse et des médias pour qu'ils puissent se renforcer dans leur capacité à couvrir, à faire leur métier de manière correcte, pour éviter, dans des cas extrêmes, à nouveau je dis que ça ne concerne pas Haïti, on est d'accord, hein, mais dans des cas extrêmes, l'information peut être manipulée. Donc c'est d'éviter aussi que les journalistes puissent être sensibles à d'autres appels qu'exige la profession de journaliste.